Bonjour tout le monde, c'est Pamela, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été, pas trop dans la chaleur, j'espère que vous en avez terminé avec ça, j'imagine que ça a été très compliqué. Alors ici à Kyoto, c'est toujours l'été, c'est l'été qui n'en finit plus, on a des températures supérieures à 30 degrés encore tous les jours et surtout des températures qui ne baissent quasiment pas la nuit, elles sont toujours au-dessus de 25 en ce moment. C'est assez fatigant, surtout pour moi qui n'aime pas du tout la chaleur. Comme vous le savez, si vous me suivez, je suis originaire d'une région du nord de la France et j'ai toujours vécu dans des endroits plutôt au nord, le Canada et le nord du Japon. Donc voilà, c'est compliqué pour moi. Alors aujourd'hui, je ne ferai pas une vidéo pour parler de lecture, mais je voudrais vous parler de choses un petit peu plus personnelles. Donc, si ça vous intéresse pas que je vous raconte ma vie, vous pouvez tout de suite éteindre cette vidéo. Je ne parlerai pas de mes lectures là-dedans. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéos sur mes lectures. En fait, ça fait un peu plus de 2 mois maintenant que j'ai pas... Enfin, ça va faire bientôt 2 mois. Je crois que j'ai pas fait de vidéos. C'est tout simplement parce que j'ai énormément de mal à me concentrer suffisamment pour pouvoir faire mes fiches lecture. Et ce manque de concentration, ça vient d'une petite déprime, disons d'un gros coup de mou en fait, un gros coup de mou. Et ce gros coup de mou, il est dû à quoi? Je vais vous en parler tout de suite. Il y a plusieurs raisons à ça. Alors la première des raisons, c'est les récentes politiques anti-immigration au Japon qui me mettent carrément un gros coup au moral. Alors, le discours anti-migrant, on l'entend vraiment de plus en plus. Là, c'est assez impressionnant. Ça a commencé, je dirais, avec un nouveau parti politique qui s'appelle le Sanseito. C'est un parti qui a été fondé en 2020, mais on en entend parler beaucoup depuis environ 2 ou 3 ans, je dirais. Alors, c'est quel genre de parti politique le Sanseito? C'est un parti politique populiste d'extrême droite. Bon, les deux vont souvent ensemble. On retrouve les caractéristiques des partis d'extrême droite européens chez le Sanseto. C'est un parti qui est anti-vaccin. Donc, ils en ont beaucoup parlé, je crois, pendant l'épidémie de Covid. C'est un parti dont les dirigeants ont tenu des propos antisémites. Bon, ça aussi, c'est pas nouveau. Et puis, globalement, c'est un parti xénophobe. Leur slogan, ça m'a fait beaucoup rire, c'est Nihonjin Fasto, pour dire les Japonais d'abord. Alors ça m'a fait rire, pourquoi? Parce que fasto, ça vient de l'anglais first, et donc ils utilisent un mot anglais alors qu'ils sont complètement xénophobes. Voilà, c'est complètement ridicule. J'ai explosé de rire en voyant leurs affiches quand elles sont apparues avec le slogan. Euh, Déjà, ce slogan, en plus, il est vraiment, pour moi, difficile à accepter. Euh, je pourrais entendre le Japon d'abord, mais les Japonais d'abord, ça veut dire que les personnes qui, comme moi, vivent ici, mais ne sont pas de nationalité japonaise, ne sont absolument pas concernées. On est exclu de facto de la société par ce slogan. C'est pas le Japon d'abord, c'est les Japonais d'abord. Ok. Une petite différence que ce parti a peut-être avec des partis européens d'extrême droite, c'est qu'ils font la promotion d'une alimentation saine. En fait, ça fait penser un petit peu aux nazis aussi, là, qui avaient vraiment... qui faisaient la promotion d'une hygiène de vie saine. Donc, c'est un petit peu chelou. Puis ça vire un peu dans le mystique aussi parfois. Donc, c'est très, très, très spécial. Donc, ce parti, comme je vous le disais, était fondé en 2020. On l'entendait de plus en plus sur la place publique depuis 2-3 ans. Et forcément, le parti politique au pouvoir, qui est le parti libéral-démocrate, pour ne pas perdre de voix,
a repris en fait certains discours de ce parti d'extrême droite pour faire plaisir à la partie la plus à droite de son électorat. Alors, le PLD, faut savoir que c'est un parti qui est au pouvoir depuis 1955, presque sans interruption. En gros, on a 4 ans, je crois, d'interruption. En gros, les 70 dernières années, 65 ans, c'était le Parti libéral-démocrate au pouvoir. C'est toujours le même parti au pouvoir au Japon. Donc voilà. Donc eux, ils ont repris, pour ne pas perdre de voix, pour ne pas perdre de siège, certains éléments du discours du parti Sanseido. Et tout ça, ça mène à quoi? Ça mène à un durcissement de la politique d'immigration et notamment un durcissement de la politique d'obtention des visas. Et là, je voudrais vous parler du visa de résident permanent. Alors, le visa de résident permanent, c'est un visa qui vous évite d'avoir à faire une demande tous les ans, tous les 3 ans ou tous les 5 ans de renouvellement de votre permis. Vous renouvelez seulement votre carte de résident et c'est gratuit. Il me semble que oui, c'était gratuit. Je l'ai fait une fois, donc je me souviens plus. Donc moi, je suis résidente permanente, en fait. Mais pour les personnes qui souhaitent s'installer durablement au Japon, ça va devenir compliqué. Alors, toutes les mesures ne sont pas encore actuellement mises en place, mais ce sont des mesures qui ont été discutées et qui vont probablement être mises en place parce que je vois mal, en général, quand ça sort comme ça dans la presse, c'est mis en place par la suite. Alors, quelles vont être ces nouvelles règles? J'ai fait des petites notes, donc je me permets de regarder entre-temps. Alors, l'une des règles va être, je crois qu'elle n'est pas encore en place, celle-là, d'avoir des revenus supérieurs à la moyenne des ménages japonais. Voilà, donc si vous voulez obtenir la résidence permanente, il va falloir que vous gagniez plus que la moyenne des ménages japonais. Cette moyenne compte bien entendu des revenus les plus élevés. Donc voilà, si vous êtes un travailleur simple, vous allez avoir des gros problèmes. Je vais vous donner les prix en euros en partant du principe que 100 yens égale 1 euro. Dans la réalité, c'est pas ça, mais si on reste sur le ratio, ça devrait quand même vous permettre d'avoir une idée de quoi on parle. Ça demande des revenus, donc pour une personne seule, équivalent à, disons qui serait de 3 750 euros. Donc c'est quand même beaucoup. Et j'ai trouvé ça, en fait, cette façon de mesurer le salaire complètement idiote. Parce que on sait très bien que les salaires les plus élevés au Japon, ils sont où? Ils sont à Tokyo. Donc, les gens qui habitent dans des régions qui sont moins peuplées vont forcément avoir des salaires inférieurs à ça. Et pourtant, on va quand même leur demander de gagner un salaire qui est beaucoup plus élevé que ce que le salaire moyen est dans leur préfecture de résidence, par exemple. Et c'est complètement stupide quand on sait qu'il y a de moins en moins d'habitants dans les régions éloignées japonaises. Si on veut repeupler, admettons, avec certains immigrants, les inciter à pas tous s'installer en ville, à s'installer dans des campagnes qui ont besoin de revitalisation, les gens ils vont dire bah non, moi je ne vais pas y aller parce que je vais jamais gagner le salaire minimum dont j'ai besoin pour demander ma résidence permanente. Donc c'est complètement stupide. C'est également stupide parce que, si j'ai bien compris, il y aurait 61% des Japonais qui ne gagnent pas ce salaire moyen. Donc il faut gagner plus que les Japonais. C'est vraiment ridicule, vraiment ridicule. L'autre critère, ça aussi c'est en discussion, c'est un critère que je n'ai pas vraiment bien compris. Alors, je vais lire ce que j'ai trouvé sur Internet. Le montant de la prestation de retraite future prévue doit être égal à ce qu'une personne percevrait après 30 années d'affiliation ininterrompue au régime d'assurance pension des salariés. Donc ça veut dire que si vous arrivez au Japon à 40 ans, on va dire, oui mais là, voilà, votre cotisation, il va vous falloir 30 ans de cotisation prévue, ça vous amène à 70 ans, ça va être compliqué. Voilà. Mais j'imagine qu'on va quand même regarder un petit peu ce que ces gens ont déjà cotisé dans leur pays, s'il y a des accords de retraite entre ce pays et le Japon, et puis aussi le patrimoine financier de ces personnes. Donc ça, c'était un critère un peu étrange pour moi, mais bon, c'est pas encore décidé, je crois.
Il faudra également avoir payé toutes ses cotisations sociales et tous ses impôts en temps et en heure. Pas un seul jour de retard ne sera toléré. Alors, il y a certaines personnes qui vont dire, oui, mais c'est normal, il faut payer ses impôts en temps et en heure, il faut payer ses taxes en temps et en heure. Je suis tout à fait d'accord. Sauf que moi, comme j'ai changé d'emploi, j'ai déménagé et tout ça, j'ai reçu mes taxes, mes cotisations sociales à payer, je crois, 15 jours avant la date limite du premier paiement. Imaginons qu'à ce moment-là, j'étais en vacances à l'extérieur de Kyoto, à l'extérieur du Japon. Ben, j'aurais pas pu les payer, j'aurais pas pu m'organiser, je serais restée dans ma boîte aux lettres, je serais revenue, j'aurais fait merde, j'ai passé le truc. Ok, donc ça peut arriver assez facilement, sans mauvaise volonté de la part des gens, de manquer un paiement de cotisation ou d'être en retard plutôt dans un paiement de cotisation. Il faudra également être déjà en possession d'un visa de résidence de 5 ans. Auparavant, c'était 3 ans. Donc, quand moi j'ai demandé ma résidence permanente, j'ai eu d'abord un premier visa d'1 an, ensuite un visa de 3 ans. J'ai fait ma demande de résidence permanente et je l'ai eu directement. J'ai été extrêmement chanceuse quand je vois ce que les gens doivent faire aujourd'hui pour l'obtenir. Je me sens limite gênée en fait d'avoir eu cette chance-là. Donc, le problème avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ici depuis 10 ans et qui voient tous les ans leur visa renouvelé pour 1 an seulement. Donc vous imaginez, vous vivez dans le pays depuis 10 ans, mais vous ne pouvez toujours pas demander votre résidence permanente, vous ne pouvez pas avoir la sécurité de votre statut parce que on vous a donné, on ne sait pas trop pourquoi, à chaque fois 1 an de visa. Voilà, donc ça c'est aussi vraiment quelque chose de très compliqué. Si encore c'était 1 an, puis 3 ans, puis 5 ans, que les gens se comportent bien, qu'il n'y a pas de problème, ça irait. Mais non, mais il y a des gens qui ont des visas de 1 an tout le temps sans qu'on sache vraiment pourquoi en fait. C'est vraiment, c'est ça le problème de cette règle-là. L'autre règle dont on parle beaucoup, c'est d'avoir un certain niveau de japonais. Bon, ça, je suis plutôt d'accord pour avoir un certain niveau de japonais. Ce que j'aimerais savoir, par contre, c'est comment ce niveau va être mesuré. Est-ce qu'il y a un test spécifique qui va être mis en place? Est-ce qu'on va utiliser le JLPT, qui est le test le plus connu de niveau en japonais, en sachant que ce test n'évalue absolument pas vos compétences d'expression écrite ou d'expression orale. C'est surtout de la compréhension écrite, de la compréhension orale, du vocabulaire, de la grammaire, des kanji, qui sont donc les caractères chinois utilisés dans la langue japonaise. Donc, si vous êtes capable de bien parler japonais, mais que vous avez plus de mal à le lire, ben, ça peut être un problème aussi. Voilà, donc je ne sais pas quel test va être mis en place de ce côté-là. Une chose qui est décidée, c'est sûr, c'est l'augmentation des frais de visa. Et là, c'est vraiment, on est dans le grand n'importe quoi. On est dans le grand n'importe quoi. Auparavant, quand on demandait le visa de résidence permanente, il fallait payer 100 euros. Moi, j'ai payé 80 à l'époque. C'est ridicule. C'est pas cher. C'était pas assez cher. Sincèrement, c'est trop. C'est pas laxiste, mais voilà, c'est pas assez cher, c'est clairement. Sauf que là, des frais qu'ils ont mis en place, on est passé de 100 euros à 2000. D'un seul coup, comme ça. 2000 euros. Waouh! C'est quand même hallucinant. Alors, je vois beaucoup de gens sur Internet, sur les réseaux sociaux qui disent « Ah oui, mais c'est mis en alignement avec le coût de la résidence permanente dans les autres pays. » Pas du tout, en fait. J'ai cherché un petit peu, par exemple, en France, un visa de résident permanent, c'est 350 euros. C'est pas 2000 euros, là, c'est 350. Au Canada, je sais que c'est plus cher en Amérique du Nord. Au Canada, c'est 1590 euros. On est encore loin des 2000 euros. En sachant également qu'en France et au Canada, les salaires sont beaucoup plus élevés qu'au Japon. Donc non, c'est absolument pas en alignement avec les autres pays. Peut-être plus en adéquation avec ce qui se fait aux États-Unis, mais il faut que le Japon redescende sur terre. Ils ne sont absolument pas, les États-Unis ne sont pas du tout aussi attractifs pour les immigrants.
Il y a aussi les visas d'un an, de 3 ans et de 5 ans qui ont vu leur prix beaucoup augmenter. Le visa d'un an, c'est 330 euros, donc presque autant que la résidence permanente en France. Pour visa de 5 ans, c'est 750 euros. La vache. 3 ans, c'est 640 euros. Alors vous imaginez, vous êtes une famille de 4 personnes, 2 parents et 2 enfants, combien vous allez devoir payer pour tout ça? C'est juste, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi moi je m'énerve par rapport à ça, vu que je suis résidente permanente. De plus, je suis mariée à un citoyen japonais, donc après les personnes de nationalité japonaise, disons que je suis la personne la moins à risque de me faire expulser du pays. Sauf que je me souviens et je n'oublierai jamais la façon dont le gouvernement japonais a traité les résidents permanents pendant l'épidémie de coronavirus. À ce moment-là, le Japon a décidé de fermer complètement ses frontières. On pouvait sortir, mais on ne pouvait pas rentrer. Évidemment, les citoyens japonais pouvaient rentrer, un pays ne peut pas dénier le droit à ses citoyens de revenir sur son sol, c'est tout à fait normal. Par contre, nous, les résidents permanents, nous ne pouvions pas rentrer au Japon. Donc vous imaginez, vous vivez ici depuis 20 ans, vous avez votre femme ou votre mari, vous avez vos enfants, vous avez votre maison, vous avez votre travail, et on vous dit, ben non, vous ne rentrez pas parce que vous n'êtes pas japonais. Oui, mais moi, ma vie, elle est ici, là. Elle est ici. Voilà. Donc, c'était vraiment choquant pour moi et ça me choque encore. Et je n'ai, depuis ce temps-là, aucune confiance dans le gouvernement japonais. Rien ne me dit qu'un jour, le gouvernement japonais ne pourrait pas mettre en place de nouvelles règles qui feraient que je pourrais éventuellement perdre ma résidence permanente. On peut toujours la perdre, c'est toujours possible actuellement, mais il faut vraiment être un criminel, quoi, avoir commis un crime. Dans les nouvelles propositions pour perdre aussi sa résidence permanente, c'est le fait de ne pas avoir sur soi sa carte de résident permanent. Je l'ai toujours sur moi quand je sors, que je vais quelque part, puisqu'elle est dans mon portefeuille. Par contre, il m'arrive, je suis fumeuse. Je vais fumer en bas du bâtiment là où j'habite et quand je vais fumer, j'emmène pas mon portefeuille, j'emmène mon paquet de clopes, mon briquet, mon cendrier et c'est tout. Donc à ce moment-là, si la police m'arrête et me demande de leur montrer ma carte, je l'ai pas. Donc a priori, d'après ce que j'ai compris, il y a une tolérance pour la première fois qu'on n'a pas sa carte, mais qui me dit qu'ils reviendront pas 15 jours plus tard et me refaire le même truc, quoi. Enfin, c'est complètement débile, c'est complètement débile. Donc tout ça fait que moi je me sens pas très rassurée. Je suis une personne relativement optimiste en général, mais là je suis devenue complètement négative par rapport à ce truc-là. Je sens que le gouvernement japonais va mettre quelque chose en place pour les gens qui ont déjà la résidence permanente. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y a quelque chose qui va arriver. Alors, j'ai aucune idée de la forme que ça va pouvoir prendre. Ça pourrait, par exemple, être un test de langue japonaise. Ça serait tout à fait possible. Pourquoi pas? Donc, je ne sais pas, mais je le sens pas bien. Je le sens pas très bien, là, ce coup-là. Voilà. Et tout ça, ça donne le sentiment vraiment de ne pas être accepté ici, de ne pas vouloir être ici, d'être toujours regardé en fait comme, non pas comme une personne qui participe à la société, mais comme une personne qu'on tolère en fait. Et ça, comme sentiment, c'est vraiment désagréable. Il y a en plus le fait que les Japonais font pas la différence entre les résidents étrangers et les touristes étrangers. Voilà, ils voient quelqu'un avec ma tête, ils se disent gaijin, étranger. Voilà, c'est fini. Ils cherchent pas à savoir si je suis une touriste ou si je suis une personne qui contribue à la société d'une façon ou d'une autre. Ils en ont absolument rien à fiche. Et c'est aussi pesant. Parce que les Japonais ont l'impression qu'ils sont envahis d'étrangers. Voilà, ils ont l'impression qu'ils sont envahis d'étrangers. Et au dernier recensement, il s'avère qu'il y a actuellement 4 millions de résidents étrangers au Japon. Alors ça peut paraître beaucoup. Pour remettre les choses en perspective, en France, il y en a 6,3 millions. Mais la population n'est pas la même.
C'est-à-dire qu'au Japon, la population, elle est de 120, un petit peu plus de 120 millions avec les résidents étrangers maintenant, ce qui fait que nos 4 millions d'étrangers, en fait, ils correspondent à 3,3% de la population. Et bien sûr, dans ces résidents-là, il y a des gens qui ne sont pas des illégaux, ce sont des gens qui ont un visa, qui sont là ici pour travailler, pour étudier, qui sont mariés à des citoyens japonais, qui ont des enfants, voilà, qui travaillent, quoi. C'est pas des illégaux. Il n'y a quasiment pas d'illégaux ici. C'est très difficile de rentrer au Japon et de rester en illégal. Et donc, si je reviens à la France, nos 6 millions d'étrangers, ça fait 9,1% de la population de résidents étrangers. Donc, c'est pas la même chose, 3% et presque 10%. Voilà. Donc, et pourtant, ils ont l'impression d'être envahis d'étrangers. Oh mon Dieu, quelle horreur! Tout ça parce qu'il y a beaucoup de touristes dans certains endroits touristiques et qui ne font absolument pas la différence entre les touristes et les résidents étrangers. Voilà. L'autre chose qui me turlupine, l'autre jour je me suis réveillée dans la nuit et ça tournait dans ma tête en fait, je me disais mais je suis dans la merde, vraiment là, c'est la situation économique du Japon. Alors, au Japon, il y a une grosse inflation et les salaires sont bas. Alors vous allez me dire, pour l'inflation, c'est un petit peu pareil dans tous les pays du monde en ce moment, et c'est vrai, sauf que ici, les salaires sont vraiment, vraiment bas. Ils ont quasiment pas ou très peu augmenté depuis les années 90. Voilà. Pour vous donner un exemple, j'ai cherché un petit peu ce que une personne pas forcément qualifiée ou un jeune japonais qui entrerait sur le marché du travail pouvait espérer gagner au maximum à Kyoto. Et ce maximum, c'est 2500 euros. Voilà, donc c'est pas un salaire phénoménal non plus quand on voit que le coût de la vie augmente énormément. Par exemple, je vous donne l'exemple du riz. Alors là, c'est un petit peu rebaissé, je pense, euh, mais à un moment donné, c'était, mettons, 50 euros le sachet de 5 kilos de riz, ce qui fait 10 euros le kilo. Alors, est-ce que vous imaginez le paquet de riz Lustucru avec 4 sachets de 250 grammes, ça nous fait 1 kilo, ça, est-ce que vous seriez prêt à payer ça 10 euros avec un salaire de 2500 euros? En sachant que c'est le salaire le maximum que vous pouvez espérer gagner, hein, en n'étant pas qualifié ou en étant un jeune sur le marché du travail. C'est énorme, c'est énorme. C'est sans compter les fruits. Je suis passée tout à l'heure au supermarché. Moi, je m'en fous, j'en bouffe pas des fruits, j'aime pas ça. Mais j'ai regardé, il y avait 2 pêches, c'était presque 10 euros. Le melon, presque 20 euros. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Après, je trouve que les légumes, ça va. Il y a beaucoup de gens qui disent que les légumes sont chers. Oui, le prix des légumes a augmenté, mais pour moi, ça reste quand même assez abordable. Quand on cuisine, voilà, c'est relativement facile. Et puis, la viande, je dirais, je pense que c'est à peu près au même niveau que ce qu'on peut trouver en France. À peu près, ouais. L'autre truc économique, c'est des taxes qui sont phénoménales. C'est des taxes phénoménales. Bon, alors il y a les impôts sur le revenu, ça c'est tout à fait normal. La taxe à la consommation, c'est tout à fait normal. Elle est d'ailleurs inférieure à ce qui se fait en France. Je crois que c'est 8 ou 10% ici. Et en France, on est à 20%, je crois, de TVA. Euh, donc c'est quand même beaucoup moins cher. D'ailleurs, le gouvernement parle de baisser la taxe à la consommation à 1%. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ne pouvaient pas mettre zéro. Voilà, c'est devenu 1%. Je trouve cette initiative complètement débile parce que ça va toucher toute la population, les hauts revenus comme les faibles revenus. Donc tout le monde en fait va en profiter et même les riches. Et comment est-ce que le gouvernement va financer cette mesure? Eh bien ça, on ne le sait toujours pas et c'est franchement très inquiétant. Euh, En dehors de donc l'impôt sur le revenu et de la TVA, il y a les cotisations sociales. Alors les cotisations sociales, si vous avez un employeur, vous n'allez pas forcément trop les remarquer parce qu'elles sont retirées directement de votre salaire et puis en plus votre employeur en paye une partie. Donc moi, avec mon déménagement, j'ai donc quitté mon emploi, je me suis retrouvée sans emploi, j'ai donc dû aller me réinscrire auprès de l'assurance santé nationale et du système de retraite national. Je suis obligée de cotiser et j'ai reçu, on reçoit des avis
d'impôts qu'il faut aller payer. Pour la retraite, c'est 170 € par mois. Ça va. Encore, je trouve que bon, c'est assez raisonnable, c'est même pas très très cher. Pour moi, la retraite, c'est quelque chose qui coûte relativement cher. Mais quand j'ai reçu ma cotisation d'assurance santé, je me suis écroulée sur mon canapé. Je me suis dit, c'est pas possible, comment je vais faire pour payer ça? 770 € par mois à payer. 770 €. Alors que j'ai 0 revenu. Ok, je sais, c'est basé sur mes revenus de l'année précédente qui étaient assez confortables, mais quand même, quoi, en ayant 0, là, j'ai fait « Oh my God, comment j'ai payé ça, quoi ?» À cela s'est ajoutée la taxe de résidence. Alors comme moi j'ai habité à Hakodate de janvier à mars, je dois payer ma taxe de résidence pour l'année à la ville de Hakodate. Et quand j'ai reçu, là aussi je me suis écroulée sur mon canapé puisque j'ai 900 € à payer 4 fois dans l'année. Donc 900 € par trimestre, ce qui nous fait environ 300 € par mois. Donc si je fais le total de toutes les cotisations que j'ai à payer, ma taxe de résidence, la retraite et puis l'assurance santé, j'en arrive à 1240 € par mois à payer alors que j'ai 0 revenu. Alors ouais, là j'étais vraiment choquée par rapport à ça. Donc, il y a quand même une solution à ça, c'est que je passe que je devienne dépendante de mon mari. Ça, c'est quelque chose qui est très courant au Japon. En gros, si je travaille moins de 20 heures par semaine et que mon revenu annuel ne dépasse pas un certain montant, je n'ai pas à payer ces taxes-là, à part la taxe de résidence, je n'ai pas à payer ces taxes-là puisque je suis couverte par mon mari qui va payer pour moi et son entreprise va aussi payer en partie pour moi. Donc, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais l'intention de demander en fait le chômage auquel j'avais droit. D'ailleurs, le chômage, c'est une grosse blague. Le chômage, vous savez combien... J'ai travaillé 10 ans, hein, j'ai travaillé 10 ans ici. Combien de temps de chômage est-ce que j'ai eu, vous croyez? 3 mois. J'ai eu droit à 3 mois de chômage. Voilà. Et j'ai reçu à peu près 2000 € par mois d'indemnité chômage. Donc 2000 € par mois, vous enlevez 1240 € des fameuses taxes et cotisations dont je vous parlais, il reste 760 €. C'est quand même bien, mais voilà. Donc là, étant donné que mes droits au chômage sont terminés, je suis retournée à la mairie pour dire voilà, oui, je passe sous le régime de mon mari. Voilà. Donc je n'ai plus à payer ces taxes-là. Et heureusement, hein, parce que voilà, il me reste juste la taxe de résidence à payer. Au niveau économique aussi, le yen est en chute libre. En gros, si je veux acheter 1 €, j'ai besoin de débourser 185 yens. Donc c'est comme si votre euro à vous, pour moi, pour que j'achète un de vos euros, il faut que j'en débourse 2. Donc c'est très compliqué pour rentrer en France. J'ai de la chance d'avoir la famille qui peut m'héberger, mais sinon je pourrais absolument pas rentrer en France. C'est-à-dire que si je vais dans un resto, que je paye un repas 30 €, ben ça faudra que je débourse 60 € de mes revenus en fait. Voilà, donc c'est très 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 compliqué et c'est très 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 inquiétant. Je me disais par exemple, mettons que j'ai l'équivalent de 50 000 € sur mon compte en épargne. Si je voulais rentrer en France et que je transférais tout ça en euros, bah, je me retrouverais finalement avec, j'ai calculé, 27 000 €. Voilà, presque la moitié quoi. Ça fait pas cool. Alors l'autre problème aussi du Japon, je pense que c'est quelque chose qui est très très connu, c'est qu'il y a une baisse de la population, une baisse drastique de la population. Pour la première fois, la population japonaise est passée sous la barre des 120 millions, pour la première fois depuis plusieurs années, et elle est actuellement de 123 millions si on compte donc nos fameux 4 millions de résidents étrangers qui sont là. C'est eux qui maintiennent en fait la population du pays au-dessus des 120 millions. Personnellement, une baisse de la population, ça ne me choque pas tellement, étant donné la crise climatique et écologique à laquelle on doit faire face. Il va vraiment falloir que l'on se penche sérieusement sur la question de la décroissance. Et la décroissance passe aussi par le nombre de personnes qui sont sur Terre. Sauf que le problème du Japon, c'est pas uniquement la décroissance de sa population, c'est aussi le vieillissement de cette population.
Alors là encore, j'ai ressorti mes chiffres, j'ai cherché un petit peu sur Internet. J'ai trouvé... ah oui, c'est un pays de vieux ici, hein. C'est un EHPAD à ciel ouvert. Si jamais vous sortez des sites touristiques, que vous allez, même dans une ville, même dans une grande ville comme Tokyo, Osaka ou Kyoto, vous sortez des sentiers battus, vous allez dans des petites rues, vous allez voir un nombre incroyable de petits vieux et de petites vieilles. Donc je me suis demandé combien ils sont réellement, et donc j'ai cherché, j'ai trouvé que au Japon, 29,3% de la population, c'est-à-dire 3 Japonais sur 10, ont plus de 65 ans. C'est énorme. En France, c'est 22%, c'est-à-dire à peu près 2 personnes sur 10, ce qui est beaucoup aussi. La France est aussi un pays de vieux, mais quand même pas au point du Japon. Après, j'ai regardé un petit peu les jeunes, combien il y a de jeunes au Japon. 16% de la population a moins de 20 ans. C'est 23% en France quand même, donc c'est un petit peu mieux. Mais surtout, 11% de la population japonaise a moins de 15 ans. C'est 18% en France. Donc en gros, au Japon, si on a 3 personnes sur 10 qui ont plus de 65 ans, on en a 1 sur 10 qui a moins de 15 ans. Ouais, ça va être un gros problème au niveau du paiement de la pension de retraite. Ça va être un gros problème. C'est quelque chose dont on ne parle absolument pas ici. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement prévoit par rapport à ça, à part se venger sur les étrangers qui profiteraient du système. Voilà, alors que quand même, 85% des étrangers ici sont en âge de travailler et travaillent sûrement parce qu'il faut bien vivre, et donc cotisent au système de retraite. Et comme ils sont jeunes, généralement, ils n'ont pas trop besoin de soins de santé. Voilà. Donc, vache à lait de l'État japonais, ce sont bien tous ces jeunes étrangers qui viennent des pays d'Asie du Sud-Est pour travailler et qui sont extrêmement mal traités ici. Et c'est révoltant. Et voilà, donc moi, j'ai pas envie de vivre dans un pays qui traite les gens comme ça de façon inhumaine et injuste. Ça me dégoûte en fait, voilà, cette façon de traiter les gens. Alors après, mon Dieu, j'arrive déjà à 30 minutes de vidéo, il va falloir que j'abrège un petit peu parce que là, ça fait un petit peu long. Le fait de déménager à Kyoto aussi, ça m'a fichu un gros coup de mou. Voilà, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai dû aller un nombre incalculable de fois à la mairie, au centre d'emploi et tout pour faire différentes démarches. J'avais pas vraiment la force de faire ça, j'avais pas envie, j'en avais marre de faire tous ces papiers-là. J'ai aussi eu de la difficulté à retrouver un emploi, donc je suis passée de 60 heures de travail par semaine à 0. J'ai l'impression de tomber à la retraite d'un seul coup. Je me suis sentie vraiment pas bien. Le fait de passer d'une maison où j'avais mon jardin, mes petits oiseaux qui venaient le matin, qui chantaient, tout ça, je les regardais en buvant mon café, de passer de ça à un appartement où je me sens hyper à l'étroit, c'est gavant quoi. Aussi les habitants à Kyoto, ils sont pas très très sympas par rapport à ceux de Hakodate, je trouve. Moi j'ai des gens ici dans ce bâtiment, enfin, ils ont l'habitude de me voir, je leur dis bonjour, ils me répondent même pas quoi. Voilà, donc super, c'est cool. Je sais pas, enfin, tu dis bonjour quoi. Ah, ça m'énerve. La nourriture est bof bof ici, surtout par rapport à... Tu sais, tu me dis, ah, la nourriture japonaise, elle est super bonne. Putain, mais les mecs, vous êtes pas allés à Hokkaido, hein. Parce qu'à Hokkaido, la bouffe, elle est vraiment délicieuse. Tu vas ailleurs au Japon, après, t'hallucines comment c'est pas bon, en fait. C'est fadasse, quoi. Euh, Et puis le fait aussi, bien sûr, que Momo soit tombé malade suite à notre déménagement, ça m'a également foutu un gros coup au moral. Donc, j'arrive pas à me concentrer sur mes fiches de lecture et c'est pour ça que j'arrive pas à vous proposer des vidéos sur la lecture. J'arrive à lire, je lis dans le train, je lis dans mon lit le soir. Ça, c'est une habitude que j'ai depuis longtemps, je ne l'ai pas perdue. Par contre, la journée, j'arrive pas à me poser. Mettons, si j'ai 1 heure ou 2 l'après-midi, je suis incapable de me poser sur le canapé pour lire. J'arrive pas à me concentrer. Je pense qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois rester au Japon, est-ce que je dois partir. J'ai même considéré rentrer au Canada. Ce qui m'était jamais arrivé auparavant, quoi, parce qu'il faut savoir que je suis française, mais j'ai aussi la nationalité canadienne. Donc j'ai l'option aussi de pouvoir rentrer au Canada. Donc je me demande finalement, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici?
Déjà, j'ai l'impression que j'ai fait le tour de ce que j'avais à faire ici au Japon. Au début, à mon arrivée à Kyoto, pour moi, c'était un peu nouveau, les temples, tout ça. Il y a pas ça à Hakodate. Enfin, il y en a un petit peu, mais très peu. Les jardins, les ceci, les cela. Bon, au bout d'un moment, voilà, c'est bon, t'en as vu un, t'en as vu plein. Est-ce que vous, par exemple, vous iriez dans votre coin de France tous les week-ends visiter une église différente de votre région? Je pense pas, là. Vous avez autre chose à faire, vous avez envie de faire d'autres activités plus intéressantes. Bah, en fait, Kyoto, bah, c'est principalement tout ce qu'il y a là à offrir, en fait. Voilà, quoi. Donc, au bout d'un moment, voilà, j'en ai soupé, là, des statues bouddhistes. C'est bon, hein. Ouais, c'est impressionnant, c'est en bois, c'est vieux et tout, mais bon, bah voilà. Moi, l'activité passive de regarder un truc, regarder un festival, regarder un feu d'artifice, regarder une statue, ouais, c'est un truc un peu plus, qui bouge un peu plus, un truc un peu plus moderne, quoi. Euh, la culture japonaise m'intéresse plus trop autant qu'avant, voilà. Ouais, voilà, ça m'intéresse plus trop. Il y a une autre chose aussi qui est pour moi très parlante quant à mon état d'esprit par rapport au Japon et par rapport à la culture japonaise, c'est que j'ai beaucoup de temps libre maintenant et que de tout ce temps libre-là, je n'ai pas ouvert un seul moment mes manuels de japonais pour améliorer ma grammaire, mon vocabulaire, mon écriture, ma lecture. Non, ça, rien que d'y penser, ça me fait procrastiner. Je commence à faire autre chose, laisse tomber. Je dis, ah non, bah ok, je vais passer un coup de balai, ça va être mieux, quoi. Donc ça, c'est pas bon signe, c'est pas bon signe du tout. D'ailleurs, pour vous dire à quel point je sature là, de culture japonaise, je me suis inscrite à des cours d'italien qui vont commencer en octobre. Donc à partir du mois d'octobre, je vais aller une fois par semaine à Osaka suivre des cours d'italien. Voilà, histoire de... J'avais envie de faire complètement autre chose, de changer d'univers, parce que là, voilà, j'en avais marre. La seule chose positive de mon arrivée à Kyoto, c'est que bah, y a beaucoup plus de Français ici, qui sont pas mal actifs aussi, et j'ai trouvé quand même des gens très très sympas. Je pense notamment à mes camarades de la bouquinerie solidaire. Voilà, une fois par mois, je fais du bénévolat avec elles. Ce sont principalement des femmes. Elles sont vraiment très très gentilles, elles sont super, elles sont plus âgées que moi, elles ont beaucoup d'expérience, elles sont très calmes, elles ont beaucoup de recul. J'adore discuter avec elles, elles sont vraiment très très gentilles et ça c'est chouette. J'ai aussi rencontré quelqu'un, il y a une soirée francophone qui a lieu une fois le troisième mardi de chaque mois. J'essaie d'y aller à chaque fois. Et moi, j'ai rencontré quelqu'un qui lit beaucoup aussi, et donc on a commencé à s'échanger des livres, donc je trouve ça super chouette pour moi de pouvoir avoir accès en fait à plus de livres. Ça, c'est le côté chouette. Mais malheureusement, je suis allée aussi à une reading party. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. On se retrouve, on nous s'est retrouvés dans un café, mais j'imagine que d'autres lieux sont tout à fait possibles. On lit en silence et puis après on présente le livre qu'on lit et puis on reste un petit peu pour réseauter comme ça. Et c'était très sympa. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui était organisé par une personne étrangère. Il n'y a pas vraiment d'activités qui mixent les Japonais et les résidents étrangers, à part peut-être des activités d'échange linguistique qui, moi, ne m'intéressent pas spécialement, en fait. Voilà. Donc, plus se retrouver autour d'une passion commune et échanger autour de cette passion commune en différentes langues, en japonais ou en anglais, peu importe. Bah, ça, il y a pas trop. C'est juste l'échange linguistique de base, quoi. Dommage. Mes autres raisons qui me font douter de rester ici, c'est que ma famille et mon pays me manquent. Ça fait 12 ans que je suis au Japon. J'ai vécu 8 ans au Canada avant, donc ça fait 20 ans au total que je vis plus en France. Euh, je vois mes neveux et mes nièces grandir, je passe pas de temps avec eux, mes parents vieillir, je peux pas être là pour eux. Ouais, c'est pas cool. Tout ça pour être dans un pays où les gens n'ont pas envie que je sois là, je sacrifie ma présence aux côtés de ma famille pour être aux côtés de gens qui veulent pas de moi. Ouais, c'est un peu con quand même. Et puis aussi, voilà, l'absence d'écologie ici. Enfin, on a rien à foutre. C'est, ah, il fait chaud, ah, bah oui, bah on va prendre un
un mini ventilateur comme ça, voilà, super. Oui, mais c'est quoi les causes profondes de la chaleur? On faudrait peut-être s'y attaquer aussi quand même, ça serait bien. Et les animaux souffrent de la chaleur et nous, on se trouve des gadgets pour supporter, mais le reste, on s'en fout, quoi. Les autres êtres vivants, on s'en fout. Ça, c'est quelque chose aussi qui commence à sérieusement me taper sur le système, cette absence de conscience écologique-là. Je dis pas que c'est tout le monde, hein, mais bon, quand même, la grosse majorité de la société. Alors pourquoi est-ce que je pars pas? Vous me direz, bah oui, peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire en commentaire, mais c'est pas contente, barre-toi. Bah au bout de 12 ans, vous savez, c'est pas très très facile hein, de partir. Voilà. La raison principale pour laquelle je ne pars pas, c'est parce que j'ai un époux que j'aime et dont je n'ai pas envie d'être séparée. Si mon époux parle très très bien français, je ne pense pas qu'il pourrait avoir en France le type de travail qu'il a ici. Je pense pas, je suis même sûre qu'il n'aura pas le type de travail qu'il a ici. Il a un très bon travail, il aime beaucoup, il gagne bien sa vie. C'est difficile pour moi de lui dire ah, bah, tu vas aller en France et puis tu vas faire un petit boulot. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon principal frein. Il y a aussi le frein Momo, comme vous le savez, Momo, mon chat, elle a déjà 16 ans. Bon, le déménagement déjà de Hakodate, ça a été difficile pour elle, ça a entraîné des problèmes de santé. Je vais pas lui faire faire un trajet de 14 heures en avion. Non, 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 je ferai pas ça. Donc tant que Momo sera vivante, c'est certain que je bougerai pas. J'ai aussi ma maison. J'ai toujours ma maison que j'ai pas vendue, donc va vraiment falloir que je fasse quelque chose par rapport à ça. Et puis, bah, y a une petite peur aussi qui est toujours là, la peur du changement. C'est un petit peu normal, je dirais, quand on est habitué à un endroit, qu'on y a passé 12 ans de sa vie. Bah, c'est un petit peu difficile de se projeter, surtout quand on a un certain âge. Comme moi, je suis pas toute jeune, là, j'ai pas 20 ans. Euh, de se projeter dans un nouveau départ, recommencer tout à zéro. Ouais, c'est un petit peu angoissant quand même. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais regarder un petit peu comment ça se passe, mais je suis pas très très optimiste et je pense que à moyen terme, je rentrerai en France ou peut-être que je partirai au Canada, puisque mon mari aurait éventuellement plus de chances là-bas de trouver un boulot en rapport avec ses compétences, puisque le Canada, c'est sa spécialité. Donc voilà, quelle longue vidéo. Si je regarde 42 minutes, je suis vraiment désolée. Mon Dieu, 42 minutes, je pense que je vous ai saoulé. C'était juste pour vous dire, voilà, que pourquoi, tout ça pour vous dire pourquoi je n'arrive pas à faire en ce moment de vidéos sur mes lectures, parce que si j'arrive à lire, je n'arrive pas à me concentrer sur la rédaction de fiches de lecture et que je ne peux pas vous proposer donc quelque chose qui soit un minimum acceptable en termes de contenu. Donc voilà, j'espère que mon état mental va s'améliorer et que je vais pouvoir très très bientôt vous proposer d'une nouvelle vidéo consacrée à la lecture. Voilà, je suis vraiment désolée de vous avoir saoulé. Merci si vous m'avez écouté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Matane.